Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Et donc bienvenue effectivement à Citéco. On a le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce cycle de conférences du week-end sur le travail pour cette saison. Euh, et comme ça vient d'être rappelé, il y en aura beaucoup des conférences autour du travail, puisque finalement c'est un sujet qui est extrêmement central et dont évidemment on va pouvoir parler tout du long de la saison sans jamais s'ennuyer. Central parce que, bien souvent, faites un petit calcul, une journée de semaine classique, vous passez probablement plus de temps avec vos collègues, en tout cas de temps éveillé, qu'avec votre famille. Le travail est central aussi parce que dans la société actuelle, dans celle dans laquelle on évolue, tr très souvent, on a tendance à se définir par son travail. Exemple tout bête, si on discute tout à l'heure dans le couloir et que je demande: «Bah, vous faites quoi dans la vie?» Une grande chance que vous me répondiez par votre profession, par votre travail, justement, on va y revenir. Cette centralité du travail, cette importance du travail, est-ce qu'il en a toujours été ainsi? On a tendance à se douter que la réponse est non, hein, parce que jamais de tout temps les hommes ont, ça n'existe pas. En revanche, ce dont on sait peut-être un petit peu moins, c'est est-ce qu'on arrive à retracer la place du travail dans la société? Est-ce qu'on arrive à voir les grandes étapes qui ont modifié notre rapport au travail, notamment à l'ère contemporaine? Et justement, ce rapport qu'on a au travail, sa centralité plus ou moins grande, la manière dont le travail est véritablement encadré, eh bien, ce sont plein de choses, plein de points que nous allons explorer, que nous allons retracer dans l'heure qui vient. Prenez des notes parce que vous avez évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Et pour ce faire, on a la chance de vous recevoir, Michel Pigenet. Bonjour et merci d'être avec nous. Pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur émérite en histoire contemporaine, spécialiste du travail, ça tombe bien. Vous êtes à l'université Paris 1, vous êtes cofondateur de l'association Histoire des mondes du travail et vous venez de publier aux éditions du Croquant le livre Les États généraux de 1945, une expérience démocratique oubliée. Et effectivement, moi je ne savais même pas qu'il y avait eu des États généraux en 1945, je l'ai appris grâce à vous. Et donc je suis sûr que ce livre recèle plein de surprises, mais aujourd'hui ce qui va vraiment nous occuper, c'est le travail. Et dans ma petite introduction, j'ai parlé de travail, j'ai parlé d'emploi, j'ai parlé de profession. Est-ce que on peut prendre d'abord quelques petites minutes pour essayer de voir, est-ce que tout ça, c'est un peu anodin d'utiliser ces différents mots? Ou au contraire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière ces définitions? Je pense à, on dit que j'ai un travail, mais on dit souvent de quelqu'un qu'il est sans emploi. On ne dit pas qu'il est sans travail, et cetera, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair dans ces différentes thématiques? Oui, commencer par le vocabulaire, euh, c'est nécessaire parce que sinon la confusion s'installe. Et c'est vrai que dans les échanges courants, les confusions sont nombreuses et c'est un peu normal. Alors, il y a des enjeux, mais il y a des définitions multiples et diverses. Si on reste sur le travail, Alain Cotreau, qui est un sociologue qui s'est beaucoup intéressé aux questions du travail, en avait relevé, je n'ai pas vérifié si on pouvait en rajouter, mais il avait déjà relevé 14 définitions différentes du travail, ce qui est beaucoup pour un terme, hein. Et je crois que autour de travail, il y a d'autres notions qui s'accrochent. Alors je vais prendre la plus générale, la plus large. Et en même temps, on va peut-être faire un peu d'histoire en parlant des mots. D'abord, il y a l'activité. Alors, l'activité, c'est tout ce qui est différent du repos. Autrement dit, vous lisez un journal et un livre, c'est une activité. Vous cultivez votre jardin, c'est une activité. Vous pointez et vous allez travailler à l'usine, c'est une activité, et ainsi de suite. L'activité, c'est tout ce qui met, comme le mot le suggère d'ailleurs, l'individu en mouvement, en occupation. Bon. Le travail, c'est déjà plus restreint. Et le travail, c'est d'autant plus restreint que précisément,
jusqu'à nos jours, on l'a séparé de l'activité. Le travail sous l'Antiquité, c'était quelque chose de vil, c'était quelque chose qui était associé à la routine, par opposition aux activités créatrices qui étaient la poésie et la politique. Et le reste, ce qui faisait vivre la société. Mais c'est pas comme ça qu'on se représentait les choses. C'était synonyme, non sans raison d'ailleurs, de servitude, d'esclavage pour beaucoup, pas pour tous, mais quelque chose de vil. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'a plus cette conception, on reviendra sur la centralité du travail, mais on distingue bien l'activité du travail. On a des activités en dehors de la période de travail. Un retraité est, n'en déplaise aux économistes, un actif. Il peut l'être, y compris par des activités qui peuvent parallèlement être des activités de travail. Par exemple, dans des activités de bénévolat, hein, qui peuvent être parallèles à des activités de service public, d'administration et autres. Je ne m'étends pas, parce que ça pourrait nous mener trop loin. Donc, le travail, c'est une activité qui est destinée, qui nous tourne vers les autres. Le travail, c'est un rapport social, fondamentalement. Il nous met en rapport avec les autres et nous prouvons dans le travail notre utilité aux autres et réciproquement, en ce sens que c'est aussi un rapport social. Alors l'emploi, c'est autre chose. L'emploi, pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait un marché du travail. Et ceux qui ont un emploi sont définis par rapport à ce marché du travail. Ils ont un emploi salarié, ils ont un emploi indépendant, mais ils sont dans la division du travail, la répartition des rôles, ils sont là. Enfin, il y a le salariat. Le salariat, qui est un type d'activité et une modalité d'emploi. Et le salariat, alors, on trouve des salariés, y compris dans la période antique, on en trouve au Moyen Âge. Bon, ne pas penser que tous les travailleurs, entre guillemets, c'est un anachronisme, sont des esclaves dans la Grèce ancienne ou à Rome. Mais il y a déjà des salariés. Mais le salariat moderne, il est indissociable de, alors je vais vite, et je pense qu'on y reviendra par la suite, de ce qu'on appelle, nous les historiens, alors c'est une expression un peu lourde, la seconde industrialisation, et vous voyez, ça a un rapport avec l'industrie, ça a un rapport avec le machinisme, ça a un rapport avec ce qui à un moment va organiser, structurer un type d'emploi. On va y arriver d'ailleurs, effectivement, à cette seconde industrialisation, mais avant, j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de temps. Vous avez beaucoup parlé de l'Antiquité, là, et de ce rapport un peu péjoratif au travail. Travailler, c'était pas noble. Comment est-ce qu'on passe de l'Antiquité à quand, d'ailleurs? Peut-être cette seconde industrialisation, voire un petit peu avant. Comment est-ce qu'on passe de le travail est quelque chose de non noble, dont on aimerait se passer le moins de temps possible, à une idée plutôt favorable et plutôt positive du travail, parce qu'il est créateur de valeur parfois. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et c'est quoi ce mouvement historiquement parlant? Alors l'exercice est périlleux parce que là, vous me demandez de résumer. À peu près 2000 ans, Voilà, facilement hein, d'histoire. donc forcément, il va y avoir des simplifications. Alors, comme historien, je ne vais pas vous donner des dates précises, mais en gros, des basculements. Alors, l'Antiquité, la période médiévale est aussi une période où le travail globalement est ignoble, hein,
et où, dans cette société d'ordre, la base ce sont ceux qui travaillent pour la différencier de ceux qui prient, le clergé, ce qui est hein, un service divin, mais c'est un service quand même, c'est une activité. Hein. Et, Et puis, ceux qui se battent. et les moines copistes travaillent d'une certaine manière. Aujourd'hui, on dirait que c'est du travail, mais Mais bien entendu. Et alors, il commence à y avoir à ce moment-là, déjà, c'est chez un certain nombre de théologiens, euh, par exemple Saint Augustin, par exemple Saint Benoît, par exemple Saint François d'Assise, l'idée que le travail, c'est utile. Et que, en même temps, ça forge, ça donne une discipline. oui, Saint Benoît forge les règles monacales et Voilà. le travail commence à prendre un peu de valeur chez lui. Et le travail contribue à discipliner, à moraliser, donc d'une certaine façon. Néanmoins, il y a toujours la vieille malédiction divine, hein, le péché originel, qui fait que nous sommes condamnés à gagner notre pain à la sueur de notre front. Hein. Donc, ça reste encore très fort. Alors, ça commence à changer. Je sens que je suis un peu long. Non, 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 pas du tout. Mais vous m'avez demandé un exercice. Ça commence à changer avec l'entrée dans ce qu'on appelle les temps modernes. En gros, euh, le XVIe siècle, les grandes découvertes, le fait que par ces grandes découvertes, le commerce, les échanges et les productions, parce que pour qu'il y ait des choses à échanger, il faut les produire, est multiplié. Et à ce moment-là, il y a en quelque sorte la réalisation, la perception que la richesse a à voir avec le travail, que le financement de ces expéditions, de cette colonisation, de ces plantations, ce capital, pour qu'il soit utile, il faut qu'il s'accumule. Et euh, pour qu'il soit valorisé, il faut qu'il y ait derrière du travail. Et donc, à partir de ce moment-là, on est encore, en gros, dans l'Ancien Régime. Hein, donc, il y a toujours cette strate qui fait que le travail est quand même quelque chose qui est regardé de haut par les élites, les seuls dont nous avons les représentations. Hein. Mais néanmoins, le travail commence à être regardé comme un facteur de production et comme une catégorie économique. Alors, le travailleur, il n'est pas forcément mieux considéré pour autant, hein, y compris sous sa forme esclavagiste qui, dans les colonies, se répand très fortement jusqu'à décimer des populations entières. Mais il y a quelque chose qui s'amorce. Et avec les Lumières, ça se concrétise, à la fois par des économistes qui réfléchissent à ce qui crée la valeur, à la fois par des philosophes, c'est vrai de Rousseau, on pourrait dire Rousseau, vu ses origines plébéiennes, peut-être qu'il avait un rapport avec le travail qui n'était pas celui des autres élites, mais c'est vrai aussi avec les animateurs de l'encyclopédie, qui consacrent des articles et des articles qu'ils illustrent par des centaines de planches où l'on étudie l'activité productive et à partir du moment où elle devient un objet d'étude, c'est bien le signe qu'on reconnaît une valeur au travail et qu'on commence à mettre le travail, à sortir le travail, j'allais dire, de la boue et pour en voir le côté pépite, si je puis dire, et en tout cas le côté valorisation. Et s'amorce l'industrialisation qui, en décuplant les moyens de produire par le travail, ouvre la voie à ce que j'appelle le deuxième âge du travail,
qui est celui que nous quittons à peine, parfois à reculons, d'autres fois avec enthousiasme, sans trop savoir vers quoi nous allons, qui serait le troisième âge. Alors là, grâce à votre, explication, on vient de comprendre comment le travail passe, pour reprendre votre exemple, de la boue à quelque chose de plus, de mieux valorisé. Effectivement, en économie, pour les économistes dans la salle, il y a une fonction qu'on appelle la fonction de Cobb-Douglas, hein. On fait varier le capital ou on fait varier le travail. Mais le travailleur est pas considéré. Soit on met un peu plus de machine, soit on met un peu plus, d'humain et alors, dans l'équation, ça n'a aucun changement. Quand est-ce que le travailleur commence à émerger comme figure? Est-ce que justement c'est lié, vous avez mentionné ce mot quelquefois, au salariat qui est une activité particulière du travail? Est-ce que c'est la conquête de ce qu'on peut appeler les droits, du salarié qui font que la figure du travailleur va devenir un peu plus forte, un peu plus respectable ou ça précède et c'est ça qui amène au salariat? Ça précède, hein, parce que aussi loin qu'on remonte dans les sources, et encore une fois, plus on remonte dans le temps, plus il y a des lacunes, mais les travailleurs existent et ils se manifestent. Et puis, on sait depuis longtemps que tous les travailleurs ne se valent pas. Qu'il y a des travaux qui nécessitent de longs apprentissages, qu'il y a au contraire des travaux qui ne réclament, si je puis dire, que du muscle, hein, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs, avant même la Révolution française, il y a un historien américain, Sewell, qui a étudié ça. Il y a une claire distinction entre les gens de métier, c'est-à-dire ceux qui possèdent une qualification, on peut dire aussi des artisans. Les compagnons, par exemple? Voilà, les compagnons. Alors, artisans, ça peut être aussi bien des maîtres que précisément des compagnons, où là, ça passe par un long apprentissage. Et puis, d'autre part, ce qu'on appelle les journaliers, le tout venant, qui sont nécessaires, mais qu'on recrute pour la tâche voulue, et puis que C'est de l'énergie. comme leur nom l'indique, journaliers, ils sont embauchés au jour le jour. Donc, il y a déjà des marchés du travail, même s'ils ne sont pas qualifiés et perçus forcément comme cela. Donc, les travailleurs existent depuis longtemps et ils se manifestent. Les compagnons ont conscience de leur savoir-faire et de leur utilité. Et ils savent, lorsqu'ils sont rares, et ils veillent d'ailleurs par l'apprentissage à contrôler en quelque sorte la formation de leurs successeurs, de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop, et de façon à ce que, alors, encore une fois, il ne raisonne pas dans ces termes, mais en tout cas, le marché du travail reste fermé et qu'il permette de mettre les employeurs en compétition. Ça vaut pour, on pourrait dire, l'artisanat classique, mais je vais prendre un exemple. Au XVIIIe siècle, les forges, là où on fabrique le fer, qui est le métal utilisé avant qu'on mette au point l'acier. Donc, c'est déjà des établissements importants qui nécessitent des aménagements hydrauliques, qui nécessitent des équipements lourds. Les forgerons, ouvriers, sont des gens extrêmement qualifiés et avec une qualification qui a du mal, en quelque sorte, à s'objectiver. C'est une qualification incorporée, c'est-à-dire c'est une qualification qui fait que au son du métal, à la consistance du métal lorsqu'on tape dessus avec le marteau, à la couleur qu'il a, on sait l'opération qu'il faut faire. Ça ne s'objective pas, mais ça s'incorpore. Et ils sont parfaitement conscients de leurs compétences et du besoin que les maîtres de forge en ont. Car ces maîtres de forge, euh, ce sont des commerçants, en fait. Ce sont des gens qui vendent le fer. Ils ignorent à peu près tout de ce qui se passe
dans les hauts fourneaux de ce qui se passe à la forge. Ils n'en ont aucune idée. Et donc, ils sont obligés de passer par le savoir d'équipes de forgerons qu'ils embauchent pour une saison et qu'ils essaient de garder la saison suivante parce que, précisément, les ouvriers compétents sont rares. À la différence de ceux qui fabriquent le charbon de bois, de ceux qui ramènent le minerai de fer et de ceux qui mettent le charbon dans les fours. Ceux-là, on les trouve à l'appel, j'allais dire, dans les villages, à la morte saison, on trouve. Mais donc il y a déjà des distinctions. Et ces ouvriers qui ont une qualification, ils circulent sur un marché du travail qui est souvent un marché du travail alors national. C'est un anachronisme de dire ainsi, mais qui même aussi peut être international. Et même l'idée de marché du travail, elle ne se pose pas en tant que telle, mais est-ce qu'on peut tracer rapidement et avec, autant de précautions qu'il faudrait prendre, heu, ce que vous êtes en train de nous raconter de finalement ces corporations qui prennent soin de qui ont conscience de leur pouvoir, de défendre, leurs, collègues, je vais utiliser des mots, avec les syndicats qui vont Alors, apparaître des je siècles vais venir aux après. syndicats, mais avant, je vais vous parler des sublimes. Et on va croiser Émile Zola, et puis un personnage qui ne vous dit sans doute rien, Denis Poulot. Denis Poulot est un patron parisien de la mécanique et qui travaille dans les années sous le Second Empire. Parenthèse, c'est un républicain, il est contre le régime impérial, on dirait à l'époque qu'il est de gauche, et c'est un patron en même temps. Et Denis Poulot est confronté à une main-d'œuvre parisienne qu'il ne supporte plus. Revêche. Il ne la supporte plus parce que ce sont précisément des forgerons, ce sont des mécaniciens, ce sont des gens, des grosses culottes, comme on dit à l'époque. Entendez par là, ils travaillent au four, ils sont revêtus de vêtements pour les protéger des éclats, mais le terme de grosse culotte dit aussi autre chose. Hein. Et ils n'en font qu'à leur tête. Ils s'embauchent pour une série d'opérations, donc ça peut durer 3 semaines, 4 semaines. Ils ne sont pas employés permanents. Donc, ils discutent avec le patron. Voilà, on doit vous faire, je ne sais pas, tant de ressorts de chars ou de carrosses, ce que vous voudrez. Vous nous fournissez les matières premières, nous, on s'occupe du reste. Mais ces sublimes, comme ils s'appellent eux-mêmes, donc ils vont être payés à la tâche. Et ils organisent leur temps comme ils veulent. C'est-à-dire qu'au milieu de journée, s'ils ont un peu soif, et ils ont souvent soif, mais travailler près des fours, ça donne soif. Bon, ils quittent l'atelier et ils vont dans le cabaret d'à côté. Bon, ils boivent bien, ça fait partie de l'éthos de la profession, et puis ils reviennent le lendemain. Et puis, si ça leur chante, ils vont refaire ça. Mais il y a pire encore. S'ils trouvent que le singe, c'est comme ça dans l'argot du métier, comprenez le patron, baptisé singe parce qu'il fait la grimace toutes les fois qu'on lui demande une augmentation de salaire. Donc, si le singe râle un peu trop, eh ben, ils prennent leurs outils et ils vont s'embaucher ailleurs et ils laissent le matériel en plan. Et vous comprenez bien que pour un employeur, c'est insupportable. Aussi démocrate que soit Denis Poulot, il ne supporte pas ça. Et donc, il faut en venir à bout de ces sublimes. Et il va rédiger en 1870 un petit manuel sur les sublimes, où, en quelque sorte, alors c'est sa perception des choses, hein, il décrit toutes ces mauvaises manières qu'ont les ouvriers et il appelle le patronat à réagir. Et parmi
les choses qu'il propose, il y a le renforcement de la discipline et il y a le recours aux machines. Et Denis Poulot le dit, je ne connais rien de plus disciplinaire que la machine. Et on va les mettre au pas. C'est sublime. Alors, j'ai évoqué Zola, mais Dans excusez-moi, l'Assommoir. je suis trop long. Voilà. Zola va lire Poulot, et c'est à partir des écrits de Poulot qu'il va écrire l'Assommoir. Et évidemment, Zola regarde l'entier que décrit Poulot avec les yeux de Poulot. C'est-à-dire, il en fait des ivrognes, il en fait des bons à rien, condamnés au délirium tremens, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce n'est pas forcément le meilleur roman de Zola. Mais néanmoins, ça nous dit des choses sur les rapports sociaux, sur le travail, sur son organisation et sur ce qui va changer. On est en 1870 et précisément, c'est le moment où la seconde industrialisation arrive. Et là, fini de rire, les rapports changent. Les rapports changent et presque, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'équilibrent d'une certaine manière, de façon générale, entre l'ouvrier qualifié, l'ouvrier spécialisé, et puis, non pas le grand patron de l'ensemble des usines, mais le patron local ou régional. Est-ce que, là, on le sent bien dans ce que vous nous racontez, c'est au bon vouloir des sublimes ou du patron? Quand est-ce que la loi vient un petit peu cadrer les choses et quand est-ce qu'on établit un rapport encadré par le droit du travail? Euh, la Révolution française va indéniablement inaugurer ça. Déjà avec la loi Le Chapelier, hein, qui interdit toute forme d'organisation professionnelle, qu'elle soit ouvrière ou patronale. Sauf qu'une organisation professionnelle patronale, ça se fait dans un cercle et ça se fait à quelques individus qui n'ont même pas besoin de s'organiser, alors qu'une réunion d'ouvriers, c'est visible, ça passe pas inaperçu. Donc il y a déjà de toute façon dans la symétrie inscrite dans la loi une asymétrie cachée. Alors, je vous ai décrit les sublimes, je vous les ai décrits tels que Poulot les voyait, hein, parce que le rapport salarial, il a toujours été un rapport asymétrique, hein, c'est-à-dire entre celui qui a la prérogative de vous embaucher ou pas, et donc de vous permettre d'exercer une activité qui vous permettra de vivre, vous et votre famille, ou pas. Et donc, le rapport salarial, même si les sublimes, l'élite ouvrière c'est un peu les traders d'aujourd'hui, hein, d'une certaine façon, si j'exagère les choses. Il y a aussi toute la masse de ceux qui sont dans la précarité inhérente à la condition salariale. C'est ça. Et alors, la loi s'en mêle et la loi est dure aux malheureux et aux salariés. Pas qu'en France. Hein. En Angleterre, en 1823, il y a une loi qui s'appelle maître-serviteur, qui spécifie quelles sont les obligations des uns et des autres. Mais les obligations des serviteurs, de ceux qu'on appelle serviteurs, elles sont beaucoup plus lourdes, elles impliquent beaucoup plus la personne que le maître. Elle interdit, par exemple, cette loi maître-serviteur, de quitter son employeur sans son autorisation. Et si vous passez outre, vous êtes passible de prison. Donc, la loi renforce la symétrie du rapport salarial. Et cette loi, donc maître-serviteur, on pourrait dire oui, mais ça ne concerne que les domestiques. Bon, si on ne s'occupe pas des domestiques, on peut dire ça ne concerne que les domestiques, mais en réalité, elle va être employée, utilisée, y compris dans les usines et dans les mines. Et cette loi n'est abolie en Angleterre qu'en 1875. Alors que les syndicats existent déjà. Hein. Je n'ai pas perdu de vue votre question. Mais en France, même chose.
Le livret ouvrier, bon, il ne sera aboli qu'en 1890, sauf qu'il pourra réapparaître sous la forme de bons de sortie non légaux, mais néanmoins en, en pratique. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que est inscrit dessus, euh, sont inscrites dessus les sommes et l'engagement que vous avez pris envers votre employeur. Et ce livret ouvrier, c'est l'employeur qui le garde. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez être accusé de vagabondage. Et le vagabondage, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est la prison. Donc, la loi en rajoute d'une certaine façon. Il faut attendre la fin du 19e siècle. Quand est-ce qu'il y a cette bascule où la loi devient un peu plus protectrice Alors, ou change de rapport? alors, il y a une première loi, mais elle n'est pas appliquée. Si je reste à la France, c'est la loi de 1841 sur la durée du travail. Mais il n'est pas prévu. Moins de 11 heures, 11 heures, c'est ça, par jour Voilà. maximum? Alors après, on spécifie selon les âges. Hein. Mais cette loi est votée, elle est votée à la suite d'enquêtes. Elle n'est pas votée à la suite de grèves ouvrières. Alors, il y a des grèves sur la durée du travail, mais ce n'est pas ça. Il y a des enquêtes qui sont faites dans les villes ouvrières, à Mulhouse, à Nantes, à Lille, et ce que l'on constate, c'est terrible. C'est-à-dire qu'alors que l'industrie crée des richesses comme on n'en a jamais eu, elle s'accompagne, pour ceux qui participent à, cette production, par une vie plus misérable qu'elle ne l'était auparavant. Donc, on se dit, mais si on continue comme ça, alors je reprends les termes de l'époque, on ne va pas pouvoir prolonger la race. Parce qu'effectivement, on fait travailler des enfants dès l'âge de 5 ans. Quand ils arrivent au conseil de révision, bah, ils sont déjà comme des vieillards. Quand ils n'ont pas été amputés au travail parce qu'on les utilisait pour aller réparer les machines qui continuaient de fonctionner, ils sont leur taille, ils n'ont pas grandi comme il aurait fallu, ils sont difformes. Et ça, les conseils de révision, en termes bruts, en chiffres, le disent. Et on se dit donc, si ça continue comme ça, le pays va s'étioler. Et donc, c'est encore en quelque sorte une mesure de salubrité publique qui fait voter cette loi de 1841, qui, je l'ai dit, n'est pas appliquée, parce que on ne crée pas. Ce sont les juges de paix qui sont chargés de ça, mais ils ont tellement d'autres choses à régler que ça n'est pas appliqué. Donc il faut attendre. Plus tard, il faut attendre les premières lois effectives sur la durée du travail sont dans les années 1870 en France. Hein. Mais là encore, il faudra beaucoup de temps. La première grande loi de protection sociale, c'est la loi de 1898. Vous voyez, ça a pris le temps. C'est la loi sur les accidents du travail, qui fait que, alors, elle nous intéresse finalement sur ce que l'on va dire, parce qu'elle dit le salarié moderne, enfin, elle ne dit pas moderne, mais c'est nous qui l'ajoutons, le salarié moderne, il est dans un rapport de subordination à son employeur. S'il lui arrive un accident, l'employeur n'est pas forcément coupable, mais il sera considéré comme responsable. Et donc, sauf preuve du contraire, si un ouvrier est blessé ou est tué au travail, eh bien, l'employeur devra verser une indemnité, devra prendre en charge ses soins s'il est blessé et devra verser une indemnité à sa veuve ou à ses orphelins s'il est mort. De façon générale, même s'il n'y a pas, encore une fois, de culpabilité. Et cette loi, elle est intéressante aussi, non seulement parce que c'est la première loi de protection sociale, mais parce qu'avant, il fallait que l'ouvrier apporte la preuve que son employeur lui avait fait faire une chose qui risquait, qui mettait sa santé, son corps ou sa vie en danger. Et
Tout à l'heure, on parlait de rapport au travail, de considération du travail. Sur cette période 1870, post-1870, comment est-ce que le travail est perçu dans la société? Est-ce que c'est quelque chose de valorisé? Est-ce que ça reste, vil et quand on est dans une certaine élite, mieux vaut peu travailler? Comment est-ce qu'on perçoit tout Bah, là simplement encore, l'idée de travail? le vocabulaire est un peu dit les choses. Il y a les gens qui perçoivent un salaire, il y a des fonctionnaires qui perçoivent un traitement, il y a des professions libérales qui perçoivent des honoraires, et le vocabulaire, par cela, déjà, établit une hiérarchie. Après, il y a des hauts salaires et des bas salaires, et les écarts peuvent être très importants, y compris dans une même entreprise, euh, entre hommes et femmes, par exemple. Ça varie de 1 à 2. Le salaire masculin est 2 fois en moyenne supérieur au salaire féminin. Et si vous y ajoutez des jeunes, un jeune touchera la moitié du salaire d'une femme. Donc, vous voyez, déjà, entre ouvriers, il peut y avoir des écarts considérables. Donc, le travail est à la fois regardé comme la condition de l'existence. Et pour vivre, Donc il faut nécessaire. travailler, c'est une nécessité, mais les conditions qui sont celles du travail font que c'est aussi une souffrance. Et d'où la question de la durée du travail, que ce soit la durée journalière, que ce soit la durée hebdomadaire, que ce soit la durée annuelle ou que ce soit la durée sur l'ensemble de la vie. Euh, toutes ces références apparaissent très tôt, dès qu'il y a une amorce de protestation, de contestation ouvrière, ça fait partie avec les salaires des revendications qui viennent en tête. Alors, vous parlez de la durée du travail. On va faire un bond dans le temps, mais vous allez voir qu'elle est très présente, cette question de la durée du travail. Je vais vous lire un extrait d'un discours que Christine Lagarde donne en 2007. Donc, elle est alors ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy. Et elle dit ceci: reconsidérer le travail, c'est rompre avec une tradition de mépris qui trouve sa source dans l'Ancien Régime, quand les nobles avaient défense de s'adonner au commerce. La Révolution française n'a pas mis fin à cette attitude. On la retrouve au XIXe siècle chez de nombreux auteurs. Paul Lafargue, dans son livre Le droit à la paresse, recommande à l'homme de ne travailler que 3 heures par jour et de passer le reste à, elle cite donc Lafargue, feignanter et bombancer. Le dernier avatar de ce droit à la paresse, c'est dans les années 90 le mythe post-industriel de la fin du travail. L'homme pourrait, illusion suprême, être définitivement remplacé par des machines et des ordinateurs. La loi des 35 heures est l'ultime expression de cette tendance historique à considérer le travail comme une servitude. Est-ce que le travail, comment est-ce que vous, à vos oreilles d'historien, ce discours de 2007 résonne? Ça va. Historien et contemporain, du coup, parce que voilà, vous me citez un texte qui mobilise autant l'historien que le citoyen. Par conséquent, c'est un peu Celui qui veut répond. voilà. Mais elle mélange un peu tout, Christine Lagarde, parce que le droit à la paresse de Lafargue, qui est écrit en 1880, c'est un texte provocateur. C'est un texte provocateur. C'est un texte précisément écrit à un moment où la durée du travail, c'est 12 heures, 6 jours sur 7, et quasiment toute l'année, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, et Lafargue dit, mais arrêtez il s'adresse aux ouvriers, il parle, il a cette expression de mémoire, cette curieuse folie qu'ont les gens de travail, mais il sait très bien pourquoi ils se tuent à la tâche. Ils se tuent à la tâche parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est la condition de la vie et parfois de la survie. Et précisément, toute l'histoire
sociale depuis on va dire, allez, depuis le début du 19e siècle, c'est une conquête, un rééquilibrage du temps de travail et d'autres activités qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, opposées. On a eu un ministère du temps libre en France pendant quelques Oui, courtes en années, 82, oui. mais il a été là. Oui, mais alors, passons sur l'appellation. La première création, c'est quand même en 1936, avec le ministère, alors d'un coup, là, son nom m'échappe, mais qui découle à la fois des 40 heures et des congés payés. Et, et le gouvernement de Front Populaire, à l'époque, se dit ça ne suffit pas d'ouvrir un temps libre, celui des congés payés. Il faut permettre à, à ceux qui vont bénéficier de ces congés payés de pouvoir en profiter autrement qu'en restant dans leur banlieue, dans leur village, et ainsi de suite. Donc, on va créer des billets de congés payés, on va développer des activités de loisirs et des activités culturelles. Donc, ça remonte plus en 36. En fait, en 82, la loi diminue la durée légale du travail d'une heure. C'est pas énorme, hein. On passe de 40 à 39. On n'est pas Mais encore au 35. Hein. de ce ministère fugace, je ne sais même pas s'il a duré plus d'une année en réalité, il reste quelque chose qu'on connaît presque tous et qu'on a encore peut-être tous, l'échec vacances. Dans Oui, cette idée par de exemple. faire profiter Par exemple. à tout le monde de ce temps de vacances. Il y a une volonté, au moins dans ces années, est-ce que je me trompe pas, des années, on va dire 50 aux années 80, de rééquilibrer un peu le travail doit pas être le centre de la vie? Alors, euh, je vais, hélas, peut-être Et après, encore on va vous donner la parole pour les questions compliquer encore publiques. la chose. Parce que une partie du patronat, des ingénieurs, eux-mêmes perçoivent que, en quelque sorte, euh, faire durer, épuiser les corps au travail, c'est une approche de court terme. C'est ce qui avait fait d'ailleurs voter la loi de 1841, même si elle n'est pas appliquée, mais ça vaut pour les autres. Qu'au fond, si on veut miser sur la qualité du travail réalisé, mais aussi sur la productivité de ce travail, il faut peut-être en diminuer la durée. On sait très bien que les accidents du travail, ils se produisent en fin de journée. On sait qu'ils se produisent, alors, ils peuvent se produire à tout moment, hein, bien entendu, mais statistiquement, ils se produisent au moment où la fatigue commence à peser sur le travailleur, à lui faire perdre l'attention nécessaire à la conduite de sa machine et où l'accident, précisément, peut se produire. Donc, la qualité du travail et, en quelque sorte, la préservation du travailleur dont on a besoin parce qu'il faut qu'il revienne le lendemain et les jours d'après nécessite un rééquilibrage. Et puis d'autre part, ce temps libre peut être un temps aussi de formation. Formation qui va améliorer, qui va retentir d'une manière ou d'une autre sur les compétences. Donc, si vous voulez, y compris dans le monde patronal, y compris du côté de ceux qui gèrent la main-d'œuvre, on sait jusqu'où il ne faut pas aller. Indépendamment, encore une fois, des luttes ouvrières, hein, qui parfois un peu bousculent les choses. J'aimerais vous faire entendre un patron américain sur un court extrait d'une vidéo sur Twitter qui s'appelle Tim Gurner. Et si on va entendre ce que nous dit ce patron américain, et vous allez voir que le rapport aux salariés et le pouvoir qu'ils peuvent avoir n'est pas forcément
dans la même lignée que ce que vous pouvez, nous dire là. C'est-à-dire, pour lui, le fait que le travailleur soit bien pris en compte semble